Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Nous nous retrouvons pour notre deuxième vidéo en faveur d'une alliance entre l'Union européenne et la Russie. Dans la première vidéo, nous avons découvert les raisons de la haine des anglo-saxons contre les Russes et leur volonté d'entraîner les Européens dans cette russophobie. Comment? Essentiellement en nous effrayant et en nous présentant la Russie comme un ogre avide de conquérir le vieux continent. Pourtant, depuis la fin de l'Empire russe et la proclamation de l'URSS, les Russes ont démontré qu'ils étaient un peuple qui ne cherche ni à s'étendre, ni à violer l'intégrité territoriale de leurs voisins. Ce que je dis peut vous sembler ironique, et pourtant non. Laissons parler les cartes pour démontrer ce que j'avance. Sur cette carte en vert, l'Empire russe à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914. Au XVIIIe siècle, les guerres contre la Suède et les trois partages de la Pologne ont permis à la Russie de s'étendre vers l'ouest. Au XIXe siècle, c'est l'époque des empires européens triomphants. Pendant que la France, la Grande-Bretagne, la Belgique ou le Portugal investissent l'Afrique et l'Asie, les Russes s'étendent au sud et dans le Caucase, en gagnant des guerres contre les Ottomans et l'Empire perse. Les régions de l'Asie centrale sont purement et simplement annexées. Les possessions russes sont à l'apogée de leur histoire. Voici une carte de l'URSS à sa création le 30 décembre 1922. Cette URSS a perdu une grande partie des régions européennes de l'ex-empire russe. Des territoires qui ont profité de la révolution de 1917 pour proclamer leur indépendance, comme les pays baltes et la Finlande. Des territoires perdus pendant la guerre contre la Pologne de 1919 à 1921 et la Bessarabie annexée par la Roumanie. Mais le plus important, c'est la création des républiques socialistes soviétiques, comme celle de Biélorussie ou d'Ukraine, qui consacrent la reconnaissance par le pouvoir central soviétique des différents peuples qui formaient l'empire russe. En 1945, l'URSS, en contre-attaquant l'invasion allemande de 1941 jusqu'à Berlin, va réincorporer les régions perdues dans les années qui ont suivi la révolution de 1917. Les républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie vont s'agrandir au détriment de la Pologne et de la Roumanie essentiellement. Cet accroissement ne se fait pas au profit de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, puisque les États réincorporés à l'URSS deviennent des républiques socialistes soviétiques intégrées à l'URSS. Toute cette expansion en Europe n'a qu'un seul but, c'est de propager la révolution bolchevique et d'assurer la victoire du communisme mondial, et n'a absolument rien à voir avec du nationalisme russe. D'ailleurs, les dirigeants de l'URSS pendant et après la Grande Guerre patriotique sont Staline, le Géorgien, Nikita Khrouchtchev et Léonid Brejnev, les Ukrainiens. Nous voilà en 1991. L'URSS est dissoute et toutes les républiques socialistes soviétiques proclament leur indépendance sans exception. En Europe, Lituanie, Lettonie, Estonie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie. En Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et au Caucase, Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan. Les Russes, qui étaient en quelque sorte les leaders de ces peuples, de ces vastes étendues et de ces millions d'habitants, vont tout perdre. Ils ne s'opposeront à aucune déclaration d'indépendance, ne rechercheront à récupérer aucun territoire. Car les Russes, avec la fin de l'URSS, redécouvrent aussi la Russie. Ils se redécouvrent eux-mêmes en tant que Russes et non plus en tant que citoyens soviétiques. Ça ne les intéresse pas de dominer d'autres peuples. Ils veulent revivre leur histoire de Russes. Alors vous allez me dire, et la Crimée ? Oui, en 2014, la Russie a annexé la Crimée. Ou peut-être l'a-t-elle simplement récupérée. Pour comprendre cela, intéressons-nous à l'histoire de la Crimée. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Crimée faisait partie du Khanat de Crimée, peuplé par des Tatars, descendants directs des Turco-Mongols de la Horde d'or de Gengis Khan. Le Khanat de Crimée était un vassal de l'Empire ottoman. À la fin de la guerre russo-turque de 1789-1792, le Khanat de Crimée est cédé à l'Empire russe, qui le colonise en installant des Russes, des Ukrainiens, Allemands, Grecs, etc. Les Tatars deviennent minoritaires. En 1922, à la proclamation de l'URSS, la Crimée devient une des nombreuses républiques socialistes soviétiques autonomes de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Le 30 juin 1945, la République autonome est dissoute et incorporée en tant que oblast, c'est-à-dire région ou province de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Puis, le 19 février 1954, Nikita Khrouchtchev, qui a vécu sa jeunesse en Ukraine, décide d'offrir la Crimée à l'Ukraine. À la chute de l'URSS, la Crimée proclame son indépendance, puis accepte d'être incorporée à l'Ukraine, tout en conservant son autonomie, puisqu'elle est en majorité peuplée de Russes. Le 16 mars 2014, à la faveur d'un référendum, 97% des votants proclament leur attachement à la Russie. Tous ces éléments plaident pour la légitimité de l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas de savoir si la Russie a le droit avec elle ou pas. Ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est de voir l'Union européenne prendre instantanément parti pour l'Ukraine et décider que les Russes étaient les méchants de l'histoire.
Comme si l'Ukraine était un membre de l'Union européenne, comme si l'Ukraine était un vieil allié de l'Occident et que les Russes étaient nos ennemis. Pour les personnes qui pensent qu'un référendum avec 97% de oui, ce n'est pas suffisant pour annexer une région, sachez que la France a fait exactement la même chose 3 ans auparavant, 2011, à Mayotte. À la suite d'un référendum, 95% des habitants de Mayotte ont accepté que leur archipel allait devenir un département français. Et la France a donc fait de Mayotte son 101e département, contre l'avis des Comores, qui considère que Mayotte fait partie de son territoire, et contre l'avis de l'Union africaine et de l'ONU qui s'opposaient à ce référendum. C'est purement et simplement un acte de colonisation. Sauf que la France en a poussé des cocoricots imbéciles au lieu de crier au scandale. Entre parenthèses, je trouve que la Russie a fait une meilleure affaire avec la Crimée que la France avec Mayotte. Ce qui prouve que nos dirigeants ont bien moins de suite dans les idées, pour rester polis, que leurs homologues slaves. Au final, les Russes n'ont pas récupéré grand-chose de l'ex-URSS, ce qui prouve leur volonté de rester dans leurs frontières et de s'occuper de leurs affaires. Les Russes ont été poussés par l'Occident pour faire revenir dans leur giron les russophones de l'Ukraine avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont compris qu'avec une intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN ou au sein de l'Union européenne, ils ne pourraient plus agir. Car les Russes se sont retrouvés bien seuls finalement sur le continent européen. Voici une carte qui représente en bleu les pays qui font partie de l'OTAN, en plus des USA et du Canada, et en bleu clair ceux qui sont candidats comme l'Ukraine ou la Géorgie. Sachant que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays membres sont tenus de riposter contre l'agresseur pour le défendre. Voici maintenant une carte des pays qui sont dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a le même système que dans l'OTAN. Si un membre de l'Union est attaqué, tous les autres membres vont lui porter secours militairement. Et donc ici une carte qui reprend les pays qui sont soit dans l'OTAN, soit dans l'Union européenne, soit dans les deux à la fois, donc finalement qui ne risquent absolument pas d'être attaqués un jour. Aucun pays ne prendrait le risque d'attaquer l'OTAN ou l'Union européenne. Quand on dit aucun pays, c'est évidemment la Russie. Car ce que la propagande anti-russe veut nous faire rentrer dans le crâne, c'est bien que les forces russes vont déferler sur l'Europe. Effrayée par cette paranoïa, la Pologne va accueillir une grande partie des GI américains qui vont quitter l'Allemagne. Il y a donc un basculement des forces de l'OTAN vers l'Est. Il pourrait y avoir jusqu'à 10 000 soldats américains stationnés en Pologne. Sans compter sur l'installation de missiles Patriot pour 4 milliards d'euros. La Roumanie a aussi acheté aux Américains pour 1 milliard d'euros de missiles Patriot, tous tournés vers l'Est. Mais la Pologne, la Roumanie ou les pays baltes ne risquent absolument rien de la part de la Russie. En 1945, l'URSS n'a pas démembré et fait disparaître la Pologne comme l'avait fait l'Empire russe, l'Autriche et la Prusse au XVIIIe siècle. En 1945, c'est l'Ukraine et la Biélorussie qui vont s'agrandir au détriment de la Pologne quand on a redessiné les frontières de l'Allemagne, et pas les Russes. Et si la Russie n'a aucune envie de faire la guerre, l'OTAN, excitée et pilotée par les USA, fait tout pour l'imaginer. L'OTAN a organisé en 2020 des manœuvres en Pologne et dans les pays baltes qui ont mobilisé 37 000 soldats, des centaines d'avions, de tanks, en grande partie en provenance des USA, et en établissant un scénario désignant clairement la Russie comme envahisseur en 2028. On dit si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais moi je crois qu'à force de trop préparer la guerre, on la déclenche. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1914. Mais les États-Unis, ça leur est bien égal s'il y a une guerre en Europe. Au contraire, ils affaibliraient la Russie, ils affaibliraient l'Union européenne, car les dégâts matériels, humains et économiques seraient considérables. Ils décrédibiliseraient les Russes et se feraient passer pour les sauveurs de l'Europe. Les Américains qui fabriquent des armes à la chaîne, qui accumulent les stocks de missiles, ont besoin de balancer de temps en temps toutes leurs bombes, ainsi que celles vendues à leurs alliés pour relancer la machine. Ce serait encore une guerre déclenchée par les USA, loin de chez eux. À eux la gloire et les dollars, pour les autres la mort et la destruction. Quant à une alliance entre l'Europe et la Russie, elle serait repoussée d'encore au moins 2 ou 3 générations. C'est quand même triste de voir où nous en sommes arrivés dans nos rapports avec les Russes. Quand nous repensons à tout ce que Gorbatchev a rendu possible, de la chute du mur de Berlin au contre-coup d'État de Moscou, nous avons vu en direct ce peuple russe faire tomber l'URSS. Nous avons vibré devant nos télés pendant ces heures historiques où le peuple de Moscou a retrouvé sa liberté en faisant tomber le pouvoir bolchevique. C'est l'URSS qui a fait trembler l'Occident pendant des décennies, et je pense à juste titre, mais pas les Russes. On parlait de menaces soviétiques, on parlait de menaces communistes, on parlait des forces du pacte de Varsovie, on parlait des pays du bloc de l'Est, mais on ne disait jamais que les Russes étaient un ennemi. Au contraire, on éprouvait de la tristesse pour ce grand peuple à l'identité si forte et qui subissait injustement une dictature si cruelle. Ne tombons pas dans la propagande mise en place par les Américains. Il est grand temps que les peuples de l'Est et les peuples de l'Ouest se retendent la main et s'unissent dans la fraternité. C'est ce que nous verrons dans notre 3e vidéo sur l'alliance russo-européenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, merci de vous abonner à la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt à tous, portez-vous bien, salut, ciao!